Je fais cette vidéo suite à ça. Alors oui, cette vidéo, vous l'avez tous vue, dégueulasse, encore un voyou, une racaille qui agresse une mamie et sa petite fille, on l'a tous vu. Sauf que sur les réseaux sociaux, BFM TV, mais aussi le tweet de la police nationale nous dit arrêtez de retweeter, arrêtez de diffuser cette vidéo. Éric Zemmour, effectivement, qui tweet cette vidéo à 22h, 22h03, qui est non floutée. Et jusqu'à 22h44, il va laisser se diffuser cette vidéo non floutée, ce qui est illégal, je précise, de diffuser cette vidéo non floutée en Alors, d'après BFM TV, on aurait jusqu'à 5 ans de prison si on retweetait, si on diffusait cette vidéo. Eh bien, je me suis informé, j'ai consulté donc 2 avocats. Nous allons les appeler tout de suite et nous allons voir si réellement nous n'avons pas le droit de diffuser ces images. Et vous allez apprendre que BFM TV vous a menti et qu'il y a une liberté d'expression en France et que dans l'intérêt général, vous pouvez diffuser des vidéos. Ce qui est fou, c'est qu'on se pose aujourd'hui cette question, alors que ça fait des années qu'on filme des policiers, qu'on ne les floute pas, qu'on les accuse, qu'on porte atteinte à la présomption d'innocence, et que ça ne posait aucun problème. Aujourd'hui, quand c'est une racaille qui est filmée et qui commet un acte juste dégueulasse, immonde, eh bien là, on se pose la question, est-ce qu'on peut diffuser ou pas? Donc, je vais m'adresser à Maître Meister Nathanaël, ancien magistrat et donc avocat qui pourra nous aider sur ce dilemme. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Bruno. Maître, donc BFM TV nous parle de l'article 222-33-3 qui interdirait toute personne à mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux et elle pourrait être poursuivie et c'est un délit quand même assez grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça étrange, ce que nous dit BFM TV. Je trouve ça étrange et on a l'impression que BFM TV veut limiter la liberté de l'information au lieu d'en faire la promotion. En réalité, cet article qu'il cite n'a strictement rien à voir avec cette affaire. C'est un article qui concerne le fait de filmer comme complice des actes de torture, de viol, d'agression, enfin des actes très graves, de harcèlement sexuel, donc commis par un complice pour les diffuser et leur donner de la publicité. Autrement dit, c'est le fait de filmer et de diffuser ensuite passivement des actes graves commis par un ami afin de lui donner de la publicité dans le sens de dissuader d'autres victimes, créer un climat de terreur, voilà, en gros, montrer ce dont on est capable. Oui, c'est un délit qui a été créé pour réprimer la délinquance des cités et notamment dans le cadre du trafic de drogue ou dans les actes hyper violents qui sont de plus en plus diffusés sur Internet ou sur des réseaux sociaux privés comme WhatsApp, etc. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait de diffuser des images d'une agression parce qu'on est choqué par cette agression, qu'on veut mettre en garde la population et qu'on veut au contraire dénoncer ces faits. On est bien d'accord, donc c'est cet article 222 qui vise la promotion de l'auteur des infractions. Voilà, donc cet article, donc BFM nous raconte n'importe quoi. D'accord. Donc, maître, on est bien d'accord, le 222-33-3 du code pénal, c'est pour, en gros, nos députés ont voté cette loi de tous ces gamins qui sont sur Snapchat et qui filmeraient, par exemple, un gamin qui taperait, qui en ferait la promotion, qui se moquerait de lui. Donc, cet article-là n'a rien à voir. Voilà. Ça peut être je filme un viol et je le diffuse. Ça peut être je filme un règlement de compte et je le diffuse. Il y a beaucoup ça actuellement dans les cités, dans les règlements de compte entre dealers, dans le trafic de stupéfiants. Je commets un crime, un règlement de compte, je suis filmé pendant que je le commets et éventuellement la barbarie avec laquelle je le commets est mise en avant sur les réseaux sociaux pour montrer que la bande ou le gang auquel j'appartiens est extrêmement violent et mettre en garde tous les concurrents. Voilà le but de cet article. On comprend bien le niveau d'égarement de BFM TV lorsqu'il pense que ça peut concerner Éric Zemmour ou Éric Nolot lorsqu'il diffuse cette vidéo. Ok, très bien. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, le 35-26. Donc là, par contre, c'est la loi du 20... En réalité, il y a une autre difficulté qui, elle, est bien réelle. C'est qu'il y a un article qui concerne la loi sur la presse, c'est l'article 35 quater. C'est un nom un peu barbare de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui interdit la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte
gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans... Répondez, maître, je veux vous couper. Maître. Attendez, écoutez, maître. Parce qu'il faut que ça soit clair, parce que vous êtes très technique et moi je veux que tout le monde comprenne. Ce dont vous me parlez, c'est si on parle, nous, on veut parler que de la vidéo de Bordeaux. Donc cette vieille dame et cette fille qui, voilà, est-ce qu'il y a une atteinte à leur dignité de diffuser ces images? Est-ce que tous les tweetos, tous les gens d'Instagram qui retweetent cette vidéo, est-ce qu'ils pourraient être poursuivis pour ça? C'est ça qui m'intéresse. Alors, d'abord, notons qu'en aucun cas, ces gens-là n'ont voulu porter atteinte à la dignité de cette dame. Bien au contraire, ils ont voulu montrer à quel point il était ignoble et injuste qu'un homme porte atteinte à leur dignité. Autrement dit, c'est une dénonciation de l'atteinte à la dignité de cette femme et non pas une promotion de l'atteinte à leur dignité. Donc déjà, on peut remarquer ça. Ensuite, y a-t-il une situation d'indignité de la victime? Je ne le pense pas. On voit une dame se faire agresser, tomber à terre. On ne peut pas dire que ce soit indigne. Il faut que le texte dit porte gravement atteinte à la dignité. Le fait de tomber à terre, d'être traîné par un sauvage sur quelques mètres, c'est sûrement très désagréable, épouvantable, horrible, mais c'est pas une atteinte à sa dignité. Je crois que le texte a voulu viser des faits beaucoup plus graves, qui seraient par exemple... Bon, écoutez, je ne vais pas les décrire parce qu'on peut imaginer des viols, des choses comme ça. Il est donc en aucun cas les images de l'affaire de Bordeaux ne portent gravement atteinte à la dignité de la victime. C'est évident que non. Et en plus, il faut relever que ce texte dit que ça peut être réalisé avec l'accord de la victime. Mais autrement dit, il n'y a que la victime qui peut s'en plaindre, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère public, ni le parquet. Ça ne peut être poursuivi que par la victime elle-même. Donc, ils se sentiraient, d'accord. Si la victime estime que ça porte atteinte à sa dignité, c'est à elle de se manifester et à demander aux tweetos d'arrêter de tweeter. C'est ni au ministère de l'Intérieur, ni au ministère public. Autrement dit, je crois que dans cette affaire, ils font comme s'ils voulaient protéger la dignité de la victime. On peut se demander s'ils ne veulent pas protéger, en réalité, l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne soit pas identifié et que la haute insécurité qui règne dans certaines zones ne soit pas dénoncée de façon populaire. C'est bien le problème de la position. Moi, je pense aussi qu'on veut surtout cacher tout ce qui est agression et de pas retweeter, de pas montrer finalement aux gens des campagnes ou aux gens qui ne sont pas concernés des problèmes d'insécurité qu'il y a en France. S'agit-il, comme le rapporte Libération, d'une banale agression comme il s'en produit chaque jour des dizaines en France? Au passage, merci à Libération qui reconnaît qu'il y a chaque jour des dizaines d'agressions violentes dans ce pays et que c'est tellement répandu que c'en est devenu banal, parce que c'est pas tous les jours qu'ils le reconnaissent. Mais enfin, parlons du sujet. Avoir cette vidéo absolument insupportable de l'agression d'une dame avec sa petite fille à l'entrée de leur immeuble à Bordeaux, filmée donc par la caméra de l'interphone, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'attitude de l'agresseur qui fait ressembler l'attaque non pas à un banal vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines par jour en France, mais à une tentative d'enlèvement d'enfants. De plus, il y a quand même plusieurs éléments qui interrogent, comme le témoignage de Julie, une voisine qui a assisté à la scène et qui dit que l'agresseur avait un complice puisqu'il a fui à bord d'une voiture qui l'attendait où l'agresseur est monté en tant que passager. La presse nous fait état d'un déséquilibré placé sous tutelle, suivi au plan psychiatrique et en rupture de traitement. Un déséquilibré qui agit seul sous une impulsion mais avec des complices. Donc, on nous rapporte également qu'il était déjà défavorablement connu des services de police. La question est donc, que faisait-il dehors, dans la rue, au point où il a agressé des personnes? Là, on est quand même face à un triple échec, à la fois pour les services de suivi psychiatrique, censés le prendre en charge, pour les responsables de sa tutelle également, mais aussi pour les services de police. Ça fait beaucoup de dysfonctionnements qui ont mené à cette situation, et si j'ose dire, un seul de ces dysfonctionnements, s'il avait été résolu, il y aurait peut-être pas eu même de possibilité que cette agression se déroule. Pour ce conseiller municipal centriste, cette agression pose aussi la question de l'insécurité dans la ville. Il faut faire évoluer les moyens. Nous défendons l'idée qu'on peut mettre plus de caméras, de vidéoprotection, qu'on peut sans doute ouvrir le débat sur les moyens de la police municipale. Une enquête a été ouverte pour violation de domicile, tentative d'enlèvement et violence. Toujours présumé innocent, le mis en cause placé en garde à vue nie les faits. On n'avait pas de centre de contrôle du crime en temps réel ni de caméra de surveillance. Avant, quand personne n'avait rien vu ou entendu, il était impossible d'avoir la description d'un véhicule, d'une personne ou d'un criminel.
Pour moi, c'est le centre névralgique de la police de Miami. C'est ici que l'on contrôle nos caméras de sécurité. On fait tourner nos logiciels de reconnaissance faciale, nos lecteurs de plaques d'immatriculation, tout ce qui peut aider nos officiers sur le terrain. À l'heure où je vous parle, on a 575 caméras et ça ne cesse d'augmenter. Cette caméra est placée sur le toit de l'hôtel Intercontinental. Et je veux vous montrer la puissance du zoom. Et regardez celle-ci. Ils vendent de la drogue à côté d'une épicerie, comme si c'était des bonbons. Vous voyez la drogue ? Mais en zoomant, notre caméra peut voir tout ce qui se passe là-bas. On voit bien les sachets, on voit tout ce qu'ils vendent. On capte tellement de choses, vous savez. Hier, il y a eu un braquage de voiture. Le criminel a écrasé le propriétaire de la voiture, puis il s'est enfui. Le propriétaire du véhicule est décédé sur place. C'est dans le fichier Real Time Crime Center, dans Documents. Ah, c'est le meurtre d'hier. Ah, j'ignorais qu'on l'avait identifié grâce à Clearview. Clearview AI, pour intelligence artificielle. Ce logiciel permet d'identifier un suspect en quelques clics à partir d'une simple photo. Clearview cherche sur une base de données colossale des milliards de visages collectés sur Internet. C'est très simple la reconnaissance faciale. On a une image de quelqu'un, on la soumet à l'ordinateur et on obtient des photos qui correspondent. Là où ça pourrait nous prendre des semaines d'identifier une personne, avec la reconnaissance faciale, c'est une affaire de minutes, de jours, pour peu qu'elle soit en photo sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Une partie des images de Clearview proviennent des réseaux sociaux. Pour les agents, une mine d'informations sur les suspects, leurs complices et leurs proches. Clearview, c'est le deuxième logiciel de reconnaissance faciale le plus efficace au monde, après celui du Parti communiste chinois. Mais celui-là, on n'en veut pas. La reconnaissance faciale évoque le pire du modèle chinois. La surveillance de masse. Des caméras partout, des habitants identifiés en temps réel, suivis pas à pas et même notés par l'intelligence artificielle. Les policiers disent faire de Clearview un usage responsable. Pas de reconnaissance faciale en temps réel. Ils se contenteraient d'identifier des suspects après coup, en comparant des images de surveillance à la gigantesque base de données de Clearview. En Europe, à la différence des États-Unis, la reconnaissance faciale est strictement encadrée. Ces promeneurs ne sont pas pour autant protégés. Ils l'ignorent, mais leur visage figure peut-être dans la base de données de Clearview. J'ai entendu parler de la société Clearview pour la première fois en janvier 2020 dans un article du New York Times. Et moi, j'avais été très interloquée par cette société parce que c'était la première fois qu'on entendait parler d'une société qui faisait de la reconnaissance faciale, qui avait composé sa propre base de données. Zoé Villain est la première Française à sonner l'alarme. Pour créer sa base de données, Clearview a conçu des algorithmes capables d'aspirer quotidiennement des millions de photos sur Internet. Une pratique controversée, le scraping. Le scraping, c'est un outil automatique qui est lancé sur tous les sites Internet du monde entier et qui permet de brasser des photos à grande échelle. Toutes les photos que vous avez mises sur vos profils Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ils sont allés collecter ça en masse et ils ont enregistré ça de leur côté. Peut-être que vous avez supprimé les photos depuis de votre Instagram, de votre Twitter, etc. Mais eux ont fait une copie entre-temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça, mais sur des quantités astronomiques.
C'est à ce moment-là que moi je m'interroge et je me demande si les données personnelles des Français, donc des photographies de Français ou même plus largement d'Européens, auraient été collectées par la société Clearview. Le droit européen autorise chaque citoyen à demander à un organisme s'il détient des données le concernant. Au nom de ce droit d'accès, Zoé écrit à Clearview. Après de nombreuses relances, elle reçoit enfin 4 photos, dont une qu'elle n'avait jamais vue. La photo numéro 2, c'est une mémoire d'Internet. C'est une photographie qui n'est plus en ligne de moi, mais que eux ont bien conservé dans leur base de données. Ils ont connaissance d'articles dans lesquels j'apparais en photographie, dont moi-même je n'avais jamais eu connaissance. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de saisir la CNIL. La CNIL, c'est la Commission Informatique et Liberté, un organisme chargé de faire appliquer le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Les données biométriques ont un statut particulier puisque ce sont des données sensibles. C'est lié à votre ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire vous, votre corps, votre visage, et dont le traitement doit répondre à des conditions particulières. Le traitement, en fait, on est sur un principe d'interdiction de traitement des données et avec un régime d'exception. Après 6 mois d'enquête, la CNIL accuse Clearview d'avoir violé le RGPD. Principal grief, avoir collecté des données biométriques sans le consentement des intéressés. Sommé d'effacer ces photos de citoyens européens, Clearview ne répond pas. Clearview estime que le RGPD ne lui est pas applicable, qu'il n'a pas d'établissement en Europe et qu'il ne propose pas son service à des entreprises européennes. Le dialogue est assez peu constructif et productif. Lundi, le Sénat a voté une proposition de loi visant à expérimenter la reconnaissance faciale. Votant 343, exprimé 343, pour 226, contre 117, la proposition de loi est adoptée. Ce qui hier relevait de la dystopie se concrétise pas à pas sous nos yeux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la tentative physique, visible pour tout le monde, de mettre en pratique ce qui a été énoncé depuis des siècles et des siècles. Nous refusons le projet de société que vous défendez avec ce texte. Une société du fichage, du flicage, de l'abolition du privé.